Bertrand en parlait tout à l'heure sur le baromètre Arthur Lloyd, que je vous invite à regarder, sur justement la résilience, l'attractivité des métropoles et la transition des territoires. Donc, si vous le voulez bien, on va rentrer déjà dans le vif du sujet sur cette transition territoriale avec ce qu'on nomme aujourd'hui par euphémisme les villes à taille humaine, donc euphémisme pour évoquer les villes à taille moyenne, dont on a pu avoir un petit peu un aperçu à travers ces chiffres. Et nous souhaitions poser la question à Alain sur sa vision justement sur ces villes à taille moyenne. Que représentent-elles en termes d'attractivité sur nos territoires ? Alors, bonjour. Je crois que le micro fonctionne maintenant. Alors, effectivement, on va faire quelque chose d'inhabituel. Ce que j'avais présenté la dernière fois, c'était il y a 1 an et demi, c'était pour dire qu'on était sur un changement très structurel en matière de logement, puisqu'on était en train de vivre une transition financière avec le basculement des taux, une transition démographique avec une accélération du vieillissement, une transition également territoriale, et donc on va y revenir un peu, et bien sûr énergétique et climatique. Donc sur l'aspect territorial, alors on commence donc directement par quelque chose qui va nous faire avancer. Voilà. Sur la dimension territoriale, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ? On est en train de vivre une période où finalement les Français sont, vous le savez, dans une situation où il y a une très grande fragmentation de la société. Il semble qu'elle soit tellement archipélisée que manifestement, quasiment chaque groupe est centré sur lui-même. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est l'importance de la maison, c'est l'importance de la bulle familiale, c'est l'importance de se retrouver. Et ça renvoie finalement à un besoin de qualité de vie, un besoin de transformation de la relation à l'habitat. On avait, si on devait aller très vite, un habitat qui avait une place qui était avant tout avec une très grande place patrimoniale d'une certaine façon ces dernières années, et que la dimension de qualité de l'habitat a pris beaucoup d'importance depuis quelques années. Une qualité aussi bien sur la qualité du bien que sur sa localisation, ce qui nous amène à notre sujet de territorialisation. Alors on avait connu depuis 30 ans ce qu'on a sur cette carte à gauche, c'est-à-dire une concentration de la population sur les littoraux d'une part, et d'autre part sur une quinzaine, une vingtaine de grandes métropoles régionales qui attiraient l'essentiel de la population. Je vous ai épargné la carte de la croissance du nombre de PME et d'ETI, donc d'entreprises de taille intermédiaire, sur le territoire français, mais c'est exactement la même carte que le rouge que vous avez là sur l'évolution de la population. Donc il y a à la fois une concentration de l'économie, des emplois, et une concentration du logement et de la population sur ces zones, avec une tendance lourde depuis grosso modo 68, mais avec une très forte accélération entre grosso modo 2000 et 2015-2017. Et puis on a eu ce que nous montre le graphique en haut à droite, c'est une évolution différentielle depuis quelques années, en particulier depuis 2018, des évolutions de population par taille d'agglomération, et on voit des soldes migratoires qui sont redevenus positifs pour les zones les moins denses du pays, donc aussi bien les zones rurales que surtout les zones de petites agglomérations, ce qui va de pair avec une enquête qui était posée il y a 2 ans par l'Obsoco sur justement ces migrations résidentielles, et qui montrait l'attractivité des villes moyennes et l'attractivité des petites villes. Et tout ça a bien été, s'est bien retrouvé dans ce qui s'est passé après la crise de la Covid. Alors je vous épargne les caractéristiques, mais pour aller très vite, il y a finalement 3 grands types d'espaces qui ont été privilégiés par les Français. Les villes petites et moyennes, et là on voit bien, il y a un gros travail du POPSU qui a été fait, qui montre bien que l'essentiel des flux différentiels se sont portés vers ces villes petites et moyennes en provenance des grandes villes, mais
en fait, au sein même des grandes villes, au sein même des grandes agglomérations, on a eu cette transformation qui était une accélération de la périurbanisation. Alors plutôt vers les zones à plus forte qualité de vie. Et donc c'est avant tout ces deux dimensions-là qui expliquent la transformation territoriale. Donc, comme on le dit justement, il n'y a pas eu d'exode urbain, c'est-à-dire que tous ces acteurs-là sont restés dans des zones urbaines, mais pour autant, ils sont allés vers des zones qui étaient jusque-là moins privilégiées par les Français. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie, mais de moindre importance, qui a été un rebond des espaces ruraux. Mais donc globalement, il s'est passé effectivement quelque chose en termes territoriaux qui a modifié les préférences territoriales des ménages. Et on le voit bien quand on suit les transactions dans l'ancien. On peut observer l'évolution des transactions par rapport à l'année 2019. Alors bien sûr, chaque année dépend de l'évolution globale des transactions. Il y a plutôt une baisse en 2020, d'où beaucoup de rouge. Il y a plutôt une très forte baisse en 2023, d'où beaucoup de rouge et beaucoup de noir. Mais ça n'empêche, vous voyez que les départements qui sont, si j'ose dire, le plus verts, donc en différentiel par rapport à 2019, ne sont pas des départements qui abritent une très grande métropole régionale ou qui sont les départements qui traditionnellement sont des départements d'aspiration de la population. Donc il y avait véritablement eu un changement sensible sur les lieux qui étaient davantage privilégiés. Alors est-ce que c'est une transformation radicale ? Je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là. Mais est-ce que c'est une source de disparité entre métropoles qui captent 80% du PIB d'un territoire et ces villes moyennes qui, elles, recueillent aujourd'hui des accidents, enfin du logement, et ça crée une disparité entre justement villes moyennes, enfin villes à taille humaine et métropoles. Alors, moi, plutôt que de parler de disparité, je parlerai de rééquilibrage parce que ça me semble... ce qui se passait était de plus en plus problématique. Finalement, on n'avait plus Paris et le désert français comme ce qu'on nous annonçait dans les années 60, mais on avait 15-20 grandes métropoles et le désert territorial autour. Là, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être un début de rééquilibrage. Pour autant, si on regarde les évolutions démographiques, là, c'est les évolutions de population par département. Vous avez à gauche 2010-2018 et à droite 2019-2023. On n'a pas une carte qui est extraordinairement différente. Donc on voit bien que à la fois il y a eu un changement des préférences et des aspirations et une modification des déménagements, mais les grandes tendances démographiques n'ont pas encore été basculées dans ces départements qui étaient des départements de moindre activité, notamment notre fameuse diagonale du vide dans le centre de la France. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet autour des villes petites et moyennes qui avait eu tendance jusque-là à s'assécher au profit des grandes métropoles et qui sont en train aujourd'hui de retrouver un dynamisme. Notamment parce qu'il y a eu un tel écart de prix entre les prix immobiliers des grandes villes. Parce que, rappelez-vous, l'évolution des prix immobiliers de 1996 à 2007-2008, c'est une évolution parfaitement parallèle des zones rurales, des grandes villes, de Paris, aussi bien que des Sables-d'Olonne ou de La Roche-sur-Yon. Et puis ensuite, il y a eu un différentiel très fort. Et à partir de la fin de la crise de 2009, on a eu une envolée des prix des zones très attractives, notamment les grandes métropoles. Mais pour l'essentiel, les zones de petites agglomérations, de petites villes ou les zones rurales ont une évolution parfaitement flat de leur prix. Et donc cet écart de prix entre les zones très denses, en plus où non seulement le coût du mètre carré était de plus en plus élevé, mais où on avait de moins en moins accès à une qualité de vie avec un nombre de mètres carrés acceptable pour faire face à cette qualité de vie, finalement, ça a modifié les aspirations des gens et on a vu certains privilégier le choix du lieu de vie avant quasiment le choix de l'emploi. Mais ça pose un problème de déplacement, du coup. Et donc, il nous reste un problème de déplacement, effectivement, et il nous reste aujourd'hui un sujet de soit, effectivement, il faut trouver un moyen de généraliser le télétravail, qui a apporté une partie de la réponse, soit il faudrait qu'une partie des emplois
emplois se rééquilibrent vers les villes petites et moyennes, et là la problématique du foncier peut être aussi un sujet, soit effectivement, et bien sûr il faut envisager toutes les solutions, il faut produire un investissement d'aménagement et d'infrastructures de transport qui mettent à proximité acceptable de ceux qui vont vivre dans les villes petites et moyennes, les emplois qui se situent de plus en plus majoritairement dans les grandes métropoles. C'est ce que réclament certains élus des villes moyennes qui demandent à travers les contrats de réciprocité ou contrats de coopération à ce qu'ils soient accompagnés justement dans cette démarche. Alors effectivement, vis-à-vis des grandes métropoles. Il serait assez logique que dans une logique de rééquilibrage du territoire et dans une logique aussi de réponse aux aspirations d'habitat des Français, je dis habitat et pas seulement de logement, c'est dans la façon d'habiter le logement, que effectivement on mette en place des solutions qui répondent aux problèmes. Mais les problèmes des villes petites et moyennes ne sont pas tous les mêmes du tout. Vous avez cette carte qui a été sortie par France Stratégie en janvier 2022. Elle vous montre d'abord entre l'orange et le bleu que vous avez des villes petites et moyennes très attractives et d'autres qui sont sur des trajectoires qui sont plutôt des trajectoires difficiles. Mais elle vous montre aussi que vous avez beaucoup de ces villes, y compris parmi celles qui sont en trajectoire dynamique, qui ont des problèmes. En l'occurrence, vous avez la petite fleur, c'est le problème de foncier et de tension sur le logement, qui existe aussi sur des villes moyennes, là pour le coup sur les villes attractives. Et vous avez le rond gris, principalement dans le nord du pays et dans le sud, donc surtout l'ex-Nord-Pas-de-Calais et l'ex-Languedoc-Roussillon pour plus se concentrer géographiquement, avec des problématiques de pauvreté, de chômage, etc. Et donc, ces villes petites et moyennes n'ont pas toutes les mêmes problématiques, n'ont pas toutes les mêmes besoins, et il faut aussi adapter l'investissement aux sujets qui sont les sujets propres de chacune de ces villes. Certaines sont en fort développement, c'est ce qu'on a sur les villes plutôt en vert, d'autres sont en grande difficulté économique. Et donc il y a à la fois un sujet d'investissement, d'aménagement, un sujet également de proposer des services, des aménités qui vont faire en sorte que ces villes vont rester attractives. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une déception de ceux qui sont venus des grandes villes, qui sont venus habiter dans ces villes petites et moyennes, et en même temps, une façon de traiter les problèmes de fond de ces villes petites et moyennes. Très bien, merci. Deuxième thème, on avance parce que j'aimerais avoir vos questions tout à l'heure. Justement, études et prospectives dans le domaine bancaire. Bertrand évoquait tout à l'heure la fin des dispositifs d'aide aux investisseurs. On l'a vu à travers les chiffres. Quel est votre regard et comment voyez-vous, l'attitude des banques aujourd'hui à cet égard sur est-ce que les banques vont pallier l'absence de dispositifs d'aide? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui justement en termes de transition au niveau de l'immobilier résidentiel? Alors, parler, moi, banquier, voilà, travaillant dans une banque du caractère plus ou moins vertueux des banques, c'est difficile et ça fait pas de moi de quelqu'un d'objectif. Je crois qu'il faut considérer les banques comme l'un des acteurs de la filière et c'est un acteur qui aujourd'hui a ses propres contraintes. Je sais que c'est dans cette assemblée difficile à entendre, mais la France est le pays où les taux d'intérêt en matière de crédit immobilier sont les plus bas, où les conditions sont le plus souvent les plus favorables, où le crédit c'est le mieux tenu. Alors je sais que ça c'est pas pour autant bien tenu, mais c'est un point à rappeler. Ensuite, on est dans une situation où les taux ne devraient baisser que modérément. Je crois que c'était tout à fait rappelé tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il faut bien comprendre qu'on va rester dans cet environnement de taux d'intérêt, qui est un environnement grosso modo autour de 3,5, 4,5, suivant qu'on regarde le TESE ou le TEG. Mais assez logiquement, ça devrait être difficile de passer en dessous. Et si on passe en dessous, c'est qu'on risque de basculer dans un environnement économique de déflation. Donc je crois qu'il faut s'habituer à l'idée que les taux d'intérêt entre 1 et 2, c'est définitivement terminé, et même que c'est souhaitable que ce soit terminé. Et donc il faut vivre dans un environnement
environnement de taux qui soit différent. Donc vivre avec, prendre en compte le fait que l'ajustement sur les prix immobiliers n'a pas encore atteint son niveau, qu'on a probablement devant nous 1 ou 2 ans pendant lesquels les Français vont avoir des anticipations de baisse des taux et en même temps des anticipations de baisse des prix qui font qu'ils vont peut-être se limiter dans leur achat. Aujourd'hui, les Français, majoritairement, n'anticipent pas encore véritablement de baisse des prix, n'ont pas encore pris en compte qu'on est en phase de baisse des prix de l'immobilier. C'est compréhensible parce que cette baisse des prix n'a pas été générale dans le pays. Elle commence à peine à l'être, elle a à peine commencé à l'être au 3e trimestre. Ça va être beaucoup plus net sur le 4e. Mais donc, si cette idée passe, si les anticipations basculent, ça voudra dire qu'on aura là une année 2024 où il y aura certes un début de baisse des taux, mais on risque d'avoir une vision des ménages qui sera dominée par l'idée que les taux vont encore plus baisser et en même temps que les prix vont encore plus baisser. Et donc peut-être ça c'est pas le moment véritablement d'acheter. Ensuite, peut-être que c'est une vision très pessimiste des choses, mais il me semble qu'on a véritablement ce risque. Nous, on avait mesuré les anticipations des Français. On a là les anticipations à gauche des acheteurs, à droite de l'ensemble du pays sur les prix pour cette année. Vous voyez qu'on a encore davantage de personnes qui se positionnent sur la hausse des prix que sur la baisse des prix à 12 mois au mois de novembre. Et qu'on est certes en légère dégradation, mais pour autant, voilà, c'est pas non plus massif. Et vous voyez que sur les vendeurs, on est dans la même... sur les vendeurs à gauche, ceux qui ont un projet de vente, on est dans la même logique. Donc il me semble qu'on a devant nous encore une prise de conscience, ces prix vont baisser, ça va créer des anticipations et que ce cumul d'anticipations de baisse des prix, d'impact du DPE et de baisse des taux, parce que les 2 grands changements majeurs, c'est non seulement les taux, mais aussi la place qu'a pris le DPE aujourd'hui sur le marché. Ça risque d'être de nature à peser sur l'activité de l'immobilier, en tout cas spécifiquement dans l'ancien, sur cette année. Et quelles sont les marges de manœuvre possibles? Parce qu'on parle de crise de logement, mais aussi plutôt crise de production de logement. Quelles sont les marges de manœuvre que vous entrevoyez au-delà des aides, notamment des investisseurs qui se sont arrêtés? Ce que j'entrevois comme étant raisonnablement possible, très peu de choses. Merci de le souligner. Non, mais je suis désolé, hein, mais on est aujourd'hui à un moment où les pouvoirs publics, effectivement, nous parlent d'aller chercher les logements avec les dents, mais on voit bien que tout ce qu'ils mettent en avant sont des micro-sujets. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas le sujet sous un angle macroéconomique. On va effectivement traiter ces 22 projets, je crois. On va aller chercher davantage de ventes en bloc, certainement, hein, même si c'est toujours dans des conditions très difficiles que se passent ces ventes. Ça n'empêche que sur le fond, la situation du gouvernement, c'est de vouloir réduire son déficit public à un moment où les taux ont augmenté et donc le coût de la dette a beaucoup augmenté. Et donc ça capte une partie de la dépense publique. On considère globalement que la dépense de logement, elle est trop importante et qu'elle n'est pas vertueuse parce qu'elle serait de nature à augmenter les prix. Donc on a envie de taper dessus. En même temps, si vous regardez cette dépense de logement, j'ai dû faire un petit graphique ici, voilà. Cette dépense de logement, c'était en 2022 41 milliards, on doit être à peu près à 42, mais... Et la moitié de cette dépense sont des prestations sociales. Donc c'est l'aide au logement. C'est absolument incompressible. On le voit bien, ce bleu clair est absolument incompressible. Il représente une part du budget des ménages trop importante pour des ménages par ailleurs modestes et en difficulté. Et donc, quelque part, c'est incompressible. Il nous reste grosso modo, 15 milliards d'avantages fiscaux sur lesquels il faut non seulement d'autant plus réduire qu'il est absolument nécessaire d'aller chercher une manne publique pour aller financer MaPrimeRénov', parce que derrière MaPrimeRénov',
il y a des objectifs de rénovation globale, de réponse aux enjeux de la stratégie nationale bas carbone, du Fit for 55, etc., qui sont des enjeux qui obligent et le gouvernement au niveau national et le gouvernement à l'échelle européenne. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une phase de rupture entre la construction et la rénovation. Si en plus on a en tête que la problématique de la rénovation, c'est non seulement la transition énergétique, mais c'est aussi le fait qu'on va vivre avec la génération de baby-boom qui arrive au 4e âge une montée considérable des plus de 75 ans, donc un besoin d'adaptation du logement au grand âge qui va être absolument gigantesque. On parle là aussi de 7 millions de logements à l'horizon de 2033. Si on tient en compte en plus la problématique des propriétés dégradées et de la manifestation des risques climatiques sur le bâti existant, on voit bien que la contrainte sur la rénovation qui pèse en termes de politique publique, elle est autrement plus forte que sur la construction qui va devoir subir quelques années de très bas niveau, comme on a connu au milieu ou à la fin des années 80, où à cette période-là, il y a eu également une négligence bénigne vis-à-vis de la construction et pendant quelques années, on est resté à 300 000. Mais faut-il changer de modèle constructif pour autant ? Je pense là, je suis mal placé. Il ne s'agit pas de donner des recommandations, mais ça donne quand même le sentiment que, une partie de la profession, elle est coincée entre d'un côté une augmentation des coûts de toute nature, plus les normes, plus une augmentation des coûts salariaux. De façon générale, l'indice du coût de la construction augmente plus vite, plus longtemps que l'indice des prix moyen. Donc, vous êtes soumis à cette hausse des coûts beaucoup plus brutalement. Et en même temps, il y a effectivement une baisse de la solvabilité des ménages qui était bien montrée tout à l'heure. Donc, pour résoudre ça, on voit bien qu'il faut... et en même temps, vous avez une demande de la part des ménages qui est une demande de plus de qualité, de surface, d'habitabilité, etc. Donc, c'est d'une certaine façon la quadrature du cercle. Donc, probablement qu'il faut faire évoluer le modèle. Donc on imagine bien les pistes. On parlait du BRS tout à l'heure. On peut parler d'accession progressive. Il y a beaucoup de pistes qui peuvent être envisagées. Je pense qu'il y a une autre dimension, c'est que avec le regard d'économiste, et pardonnez, ce regard de loin est très macro, on a quand même le sentiment que s'il y a une poche d'économie, c'est probablement dans la logique constructive. Que là, on a un secteur économique qui est extrêmement fragmenté, avec très peu de gains de productivité, pas organisé, ou probablement, on le voit bien avec les gains qu'on peut faire dans la production hors site, il y a une transformation à mettre en œuvre. Et probablement, c'est dans une intégration amont-aval de la filière qu'il y a probablement une logique d'économie à trouver pour rendre possible cette dimension-là. L'autre aspect, ça serait bien sûr de traiter différemment le foncier, mais on voit bien que c'est difficile. Les chiffres de l'enquête de commercialisation du logement neuf qui intègre maintenant la construction sur bâtiments existants, donc grosso modo tout ce qui va avec le renouvellement urbain, nous dit qu'il y a moins de 9% de l'activité qui est sur ce secteur-là. Donc là, les marges de manœuvre sont considérables, mais c'est difficile à mettre en œuvre. On a fait quelques incursions sur le troisième item, sur le fait de devenir propriétaire, l'aspiration des Français, des ménages à être propriétaires ou rester locataires, puisqu'il y a un déficit de production de logements. Je vous invite d'ailleurs à lire l'éditorial de Bertrand sur les réseaux sociaux et sur notre site, parce que le sujet est très très largement évoqué, avec notamment 5 fois moins de ventes à l'unité par rapport à la moyenne décennale. L'offre disponible est en chute libre. Il ne semble pas, sur la métropole en tout cas, il ne semble pas qu'il y ait de remise en cause. Être locataire, devenir propriétaire, comment on situe aujourd'hui cette aspiration ?
Les Français, malgré tout ce qu'on dit sur l'usage, etc., aspirent très fondamentalement à être propriétaires, y compris les jeunes. Alors, ils sont dans une double tension entre, d'un côté, voilà, la très grande mobilité, mais de l'autre côté, également le besoin d'ancrage. Je renvoie à tout ce que j'évoquais sur la bulle, et ça les concerne également. Mais il y a une autre dimension, c'est que la résidence principale, c'est la première modalité de préparation de la retraite en France. J'avais quelque chose là-dessus. La retraite, c'est une préoccupation générale pour la quasi-totalité des Français actifs. Et la première modalité de préparation de cette retraite, c'est l'acquisition de la résidence principale. De façon générale, il y a un besoin d'autonomie, il y a un besoin de maîtriser son futur. Et dans un contexte où on imagine et où on voit que la prévoyance collective, elle est de moins en moins une protection pour assurer un bien-être économique acceptable ou correct à moyen ou long terme dans le cadre de l'allongement de la durée de vie qu'on est en train d'expérimenter, eh bien l'acquisition de la résidence principale est la première stratégie des Français. Donc il y a à la fois une aspiration à vivre dans un lieu qui est un lieu refuge, qui est la bulle, etc., avec une qualité de vie associée, et il y a cette autre dimension qui est la dimension de l'allongement de la vie, de la préparation du besoin d'autonomie. Comme en France on ne s'assure pas, eh bien la façon de se prémunir contre cette dimension-là et d'assurer son autonomie économique, c'est bien souvent par l'achat de la résidence principale. C'est le seul moyen, grosso modo, d'avoir un patrimoine avec le levier du crédit. Et donc le sujet, à mon avis, s'analyse sous les deux angles, et la dimension d'achat de la résidence principale répond aussi à cette problématique-là. Mais comment on fait lorsqu'on n'arrive pas à trouver de location, lorsqu'on a justement cette aspiration de devenir propriétaire, face justement à cette offre de logement qui est en forte baisse? Comment on fait coexister ces deux mondes? Vous parliez d'au moins un an et demi devant nous. Oui, on va, comment on fait pour répondre? On va soit créer les conditions que géographiquement il y ait un rééquilibrage qui aille plus loin. Si on donne les moyens à ceux qui habiteraient encore plus loin d'avoir accès à une activité professionnelle. On peut imaginer qu'une partie de la vacance qui se trouve être des logements qui sont inutilisés parce qu'effectivement, qualitativement, trop éloignés des zones de vie active, finalement, soit réintégrés dans les biens qui sont des biens actifs. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça peut compenser une partie de l'écart. Il ne faut pas oublier qu'on a en France l'un des parcs de logements les plus denses en Europe, et qu'on a eu pendant longtemps, la France a été pendant longtemps l'un des pays où on a le plus construit par habitant en Europe. Donc on est... en termes de disponibilité du parc, on est dans une situation où, en comparaison, on se situe plutôt mieux que la moyenne. Le problème, c'est qu'effectivement, toute une partie de ce parc n'est pas adaptée aux besoins, et notamment dans la relation à l'activité professionnelle, dans la proximité à l'activité professionnelle. Donc, une réponse pourrait être un ajustement géographique qui irait encore plus loin. Mais ça supposerait un investissement en transport notamment qui soit beaucoup plus considérable, ce qu'on n'a peut-être pas les moyens de faire aujourd'hui, ni côté collectivité locale, ni côté pouvoir public. Et l'autre, la réponse, c'est celle qu'on a connue pendant certaines périodes, c'est-à-dire une dégradation des conditions de vie et d'habitat dans le pays. On sait qu'on a une problématique de surpeuplement, comme je l'évoquais, avec le nord et le sud, Languedoc-Roussillon et l'ex-Nord-Pas-de-Calais, qui est très, très marqué dans ces zones-là et en Île-de-France. On risque de voir s'étendre la problématique du surpeuplement, de l'habitat précaire, etc. Les régions ont un rôle à jouer. J'entendais l'autre jour le vice-président de la région qui évoquait ces contrats de comparaison. Ils sont prêts à relever le flambeau pour justement
équilibrer le territoire vers des axes domicile-travail plus vertueux? Alors, je pense qu'à l'échelle des régions, ça peut être une échelle pertinente, effectivement, pour répondre à ces sujets. Ça supposerait effectivement que les régions s'intéressent davantage à l'ensemble de leur territoire et aux interactions entre les grands centres et l'ensemble de la périphérie des réseaux urbains des métropoles. Ça pourrait être effectivement une réponse. Mais, comment dirais-je, le budget global des régions reste un budget assez limité. Donc, il pourrait avoir un rôle d'accompagnement, d'incitation, en particulier dans ce qui fait leurs compétences d'activité, par exemple le transport, notamment le transport ferré, mais il faudrait qu'il soit accompagné par les autres acteurs en même temps. Il y a tant de questions, évidemment on en avait d'autres que nous avons laissé un petit peu de côté, mais peut-être que vous dans la salle vous en avez, parce que le temps est court et je vois qu'il est déjà 12h35. Alors pour ne pas paraître trop long, peut-être avez-vous une question à poser à Alain, qui se fera un plaisir de répondre à chaud. On n'a pas évoqué la spécificité de la métropole nantaise, mais peut-être voulez-vous le poser aussi cette question. Enfin voilà, libre à la salle de... Oui, libre à la salle. J'ai un micro, mais avant de laisser une question, j'avais juste un petit élément positif, parce que très intéressant ce que vous nous dites là. 1 an ou 2 ans dans la difficulté, ça va être compliqué. Pour essayer de donner un peu d'entrain, tout ça, moi je voulais juste citer un article que j'ai vu dans un ouvrage, dans une revue il n'y a pas très longtemps, dont le titre était le suivant: Pourquoi l'état du monde nous déprime autant alors que la vie n'a jamais été aussi belle? Positif, hein? Avec ces 7 lois du pessimisme, le philosophe des sciences Martin Boudry explique ce qui nous pousse à croire que tout va mal, même et surtout lorsque la réalité démontre le contraire. Bon, j'ai peur que la réalité ait un petit peu de mal à démontrer le contraire, mais voilà, vous direz cet article, c'est tout à fait passionnant, ça donne envie d'être positif. Mais il y a des questions, forcément. C'est vrai? Oula. Ah bah, merci. Une question peut-être un peu précise. Est-ce que vous nous avez expliqué que l'acquisition du logement est une des stratégies de capitalisation qui permettent à la majorité des Français d'anticiper une retraite, disons, à l'abri? Est-ce qu'on a une visibilité à date sur ce que font les nouvelles modalités d'acquisition? Je pense au bail réel social solidaire ou au fait de devenir propriétaire dans le temps, sur le long cours. Est-ce que les Français adhèrent à ces nouveaux rapports à la propriété? Est-ce que ça les sécurise autant ou pas? Je n'ai pas la réponse. C'est une question très pertinente. C'est-à-dire que le bail réel solidaire, c'est une vraie avancée, c'est une vraie possibilité. Maintenant, il faut à la fois que juridiquement, on sache bien où on va et quelles garanties ça offre et à quelles contraintes ça oblige. Et de l'autre côté, effectivement, voir de quelle façon les Français s'approprient ce sujet. Est-ce que finalement ça apparaîtra au fond comme une véritable accession avec quelque chose d'un peu différent, mais au fond, on se sent complètement propriétaire, ou est-ce qu'on se sent presque autant locataire que propriétaire? Et dans ces cas-là, on aura du mal à faire valoir cette nouvelle modalité. Je pense que l'une des conditions de succès du BRS est de sa généralisation, enfin de sa plus grande diffusion, et notamment en dehors du seul cadre social qui est vraiment là où ça se fait le plus aujourd'hui, mais ça pourrait se diffuser davantage, hein, c'est aussi la façon dont il va être appréhendé par les acheteurs, les utilisateurs eux-mêmes. Et donc, la dimension juridique qui va fonder ça me semble très importante pour ensuite donner confiance dans ce dispositif-là. Une question. Donc, sur la partie usage, je comprends que faute de moyens, il va falloir s'adapter, ou les usagers vont devoir s'adapter, à être plus locataires peut-être, à vivre plus dans des logements peut-être. Si on projette du côté macroéconomique ou économique, qu'est-ce que ça va donner sur les acteurs
du point de vue de la production notamment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme adaptation, contrainte ou choisie pour le tissu économique? Et puis, qu'est-ce que ça peut donner aussi d'un point de vue économique sur cette dévalorisation de l'actif immobilier, du point de vue de la valeur de l'actif, peut-être en regardant les personnes qui sont propriétaires depuis longtemps, où il y a peut-être un peu moins d'incidence, mais ceux qui viendraient d'acheter un bien aujourd'hui, qui sont en train de le payer, qui commencent à le payer, qu'est-ce que ça va donner sur une dévalorisation de l'actif immobilier? Alors, sur la dévalorisation de l'actif immobilier, alors effectivement, il y a cette baisse des prix que j'évoquais. En même temps, cette baisse des prix, elle a été limitée. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de la baisse a été une baisse en fait en valeur réelle et pas en valeur nominale. Parce qu'on n'a pas... On a vécu pendant toute la décennie 2010 avec une inflation pas loin de zéro, quelque part entre 0 et 1 quasiment chaque année. Et du coup, on a oublié qu'il y avait une différence entre les valeurs nominales et les valeurs réelles. Et l'évolution des prix de l'immobilier, on les a toujours regardés en valeur nominale. Donc là, on a dit, finalement, au troisième trimestre, baisse des prix de 1,9 en moyenne française, c'est à peu près rien, compte tenu de toutes les hausses qu'on a eues auparavant. Bon. On n'a pas donc supposons qu'on finisse cette année à -3, enfin l'année 2023 à -3 au quatrième trimestre. L'inflation en moyenne aura tout de même été de 5% sur l'année 2023. En moyenne, elle a également été de 5% sur l'année 2022. Et là, on a un effet de dévalorisation en valeur réelle, pas vraiment en valeur nominale, qui a été très significatif. Et donc, le sentiment d'appauvrissement et la vision de la baisse des prix, d'ailleurs, est beaucoup plus limité parce que l'essentiel de la baisse a été une baisse réelle plus qu'une baisse nominale. Alors, on devrait avoir cette année une baisse nominale plus sensible, mais cette concomitance de l'inflation et du moment de baisse des prix fait que une partie de la baisse aura été une baisse finalement assez peu visible. En moyenne annuelle, notre prévision, c'est qu'on arrive à la fin de l'année en valeur réelle au même niveau que on se situait en 2008-2009 pour les indices de prix en France. Mais bien sûr, en nominal, on restera beaucoup plus élevé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup un sentiment d'appauvrissement de la part des ménages. Après, on a un système de crédit qui est très protecteur avec les taux fixes et les systèmes de caution où on a des taux de défaut qui sont extrêmement faibles en France par rapport à la moyenne. Ça, pour l'instant, ça bouge assez peu. On verra ce qui se passera, mais pour l'instant, ça bouge assez peu. Donc, j'ai pas trop de crainte de ce côté-là, mais effectivement, ça limitera la capacité ensuite de mobilité de ceux qui auront acheté cher. Et ça viendra renforcer le fait qu'avec des taux plus élevés, c'est ce qui était évoqué dans l'un de vos graphes, avec des taux plus élevés, clairement, on n'aura pas du tout le même niveau de transaction. Et ça aussi sera de nature à renforcer l'importance des travaux de rénovation, d'embellissement, d'agrandissement, etc., par rapport à l'idée de changer de lieu. Il y avait aussi dans votre question peut-être l'adaptation au changement des opérateurs, oui, alors, du métier. C'est juste, oui. C'est le deuxième volet. Oui. Sur les opérateurs, c'est vrai que, l'effondrement des quantités, ça suppose d'être capable de vivre avec une activité considérablement moindre et assez durablement parce que là, on a un effet conjoncture, mais demain, après-demain, on aura en plus un effet fin du Pinel. Donc, effectivement, il va falloir s'habituer à vivre avec une activité bien moindre et ensuite envisager les autres possibilités finalement de travailler. Alors soit effectivement trouver des modèles économiques à travers le fonctionnement avec la construction pour construire moins cher et donc retrouver une nouvelle forme de demande à travers une offre qui soit plus adaptée en matière de prix, soit travailler davantage avec les collectivités locales pour compenser la problématique du foncier parce que vous êtes face à une contrainte qui est quand même assez extraordinaire. Non seulement les coûts augmentent, mais alors que le marché est baissier, vous êtes quasiment les seuls à devoir payer
payer le foncier de plus en plus cher, vu les contraintes qui sont du fait de la zéro artificialisation nette ou de la timidité des élus. Donc il y a effectivement un sujet fort autour du foncier. Donc le contourner soit par des choses de type BRS ou des nouveaux montages du démembrement, soit effectivement en travaillant avec les collectivités locales sur des projets qui soient adaptés à des locaux avec un coût du foncier plus faible, etc. Soit effectivement, autre dimension, eh bien, adapter une partie de l'offre à du locatif intermédiaire qui serait davantage promu par les pouvoirs publics. Mais là, il faudra voir dans quelle mesure on va atteindre. Il y aura véritablement une demande parce que les institutionnels aujourd'hui sont partagés entre le résidentiel, c'est bien, mais aujourd'hui il y a des alternatives en matière d'investissement financier. Et donc la demande des institutionnels, elle est aussi plus limitée. Peut-être que les choses vont se rééquilibrer, qu'il y aura à nouveau une marge dans les années à venir, mais là aussi, ça supposera des partenariats nouveaux. Donc il y a effectivement beaucoup de champs ouverts et puis bien sûr ça supposera que ceux qui ont fait de la R&D et qui ont, comment dirais-je, anticipé sur ces changements auront des marges d'avance sur les autres. Ceux qui avaient une assise financière beaucoup plus large peuvent l'utiliser aujourd'hui pour se réadapter. Voilà. Des questions qui se concentrent sur le premier rang, visiblement. Une dernière, peut-être, avant de nous rejoindre au cocktail déjeunatoire. Oui, moi j'ai une petite question sur l'impact de la semaine de 4 jours. On parle beaucoup que la semaine de 4 jours va être généralisée, notamment avec les futures générations. Quel va être l'impact sur la résidence principale, le pouvoir d'achat, peut-être aussi les mobilités? Est-ce que vous avez analysé ce changement ? Alors honnêtement, je n'ai pas pris en compte ce changement. Je suis peut-être trop dubitatif sur la semaine de 4 jours. En tout cas, au sens de la réduction du temps de travail. Je pense que quand on a le recul sur l'impact qu'ont eu les 35 heures sur la compétitivité du pays, et quand on voit l'enjeu que représente aujourd'hui la perte de compétitivité de la France, pas seulement au regard des pays d'Asie, mais même seulement dans le cadre de l'Union européenne, on voit bien que c'est un enjeu majeur. La France est l'un des rares pays dont le déficit commercial se soit à ce point creusé sur les dernières années. Donc, 6 semaines de 4 jours il y a, je pense que ça doit se faire sans réduction du temps de travail. Donc dans une logique qui serait une logique différente. Et là, effectivement, ça peut aller dans le sens d'un renforcement des effets du télétravail, mais plutôt dans ce sens-là. Et donc de rendre d'autant plus pertinents des choix territoriaux différents que ceux qu'on a aujourd'hui, mais rendre d'autant plus nécessaire des investissements dans les transports. Et là, encore une fois, il y a un vrai sujet. J'espère que les régions tiendront leurs promesses, mais c'est un enjeu en termes d'investissement qui est considérable. Merci. On va peut-être arrêter là. Merci Alain de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Je crois oui qu'on peut l'applaudir. Merci. On lui donnera un nouveau rendez-vous peut-être dans 1 an ou 1 an et demi pour faire un bilan. On aura peut-être l'occasion de vous réentendre pour effectivement ces évolutions. Moi, j'avais une question, mais je ne la poserai pas la prochaine fois, sur les zinzins dont on a sans doute beaucoup besoin. Et comment se fait-il qu'ils ne sont pas là? Le territoire a besoin de logements locatifs, intermédiaires, privés, tout ce qu'on veut. Comment on fait pour les faire revenir? Mais on en parlera la prochaine fois. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Merci de votre intervention, monsieur. Et puis, on se retrouve autour d'un verre pour continuer à débattre. Merci. Merci à tous. C'est bien, je te laisse faire. C'est Joël la question. Comment faire? Parce que il n'y a plus d'investissement institutionnel. Bah oui.